Bonjour à tous. Dans la vidéo sur les archives qui s'affichent juste en haut, on a vu que l'état civil datait de 1792 et qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est Napoléon en 1804 qui a codifié le contenu des actes d'état civil. Les actes paroissiaux datant d'avant 1792 varient beaucoup en fonction de la région, du curé ou de la décennie à laquelle ils ont été rédigés. Les actes d'état civil sont en revanche assez invariables au cours du 19e ou du 20e siècle. Aujourd'hui, je vous propose d'autopsier ces actes d'état civil. Autrement dit, on va analyser la structure d'un acte et voir comment il peut répondre à nos besoins en termes de renseignements pour la généalogie. Alors c'est parti. Pendant le générique, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. A tout de suite. Le Code civil de Napoléon nous dit que la naissance doit être déclarée par le père de l'enfant ou le personnel médical qui a assisté à l'accouchement le cas échéant. La déclaration doit se faire dans les 3 jours suivant la naissance. En tout, 2 témoins sont nécessaires pour dresser l'acte. C'est pour cela que le père de l'enfant est presque toujours accompagné d'un voisin ou d'un autre membre de la famille. L'acte de naissance doit comporter le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, ainsi que les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères et ceux des témoins. Prenons maintenant l'exemple concret d'un acte de naissance de la commune de Manzat. Donc on va retrouver d'abord une phrase introductive qui annonce la date et elle indique le nom du maire qui a recueilli la déclaration, ainsi que la localité. Puis on passe à l'identité du déclarant, ici le père de l'enfant. Il nous est précisé qu'il a présenté un enfant de sexe féminin. La date et l'heure de la naissance sont précisées ainsi que le nom de la mère. Les 2 témoins sont ensuite présentés. Puis les personnes qui savent signer le font. Avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil doit faire 2 publications à 8 jours d'intervalle, le dimanche, devant la porte de la maison commune, c'est-à-dire la mairie. Là encore, le Code civil indique dès 1804 qu'on énoncera dans l'acte de mariage les noms, prénoms, profession, âge, lieu de naissance et domicile des époux, s'ils sont majeurs ou mineurs, les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères, les consentements des pères et mères aïeuls et celui de la famille dans les cas où ils sont requis, les actes respectueux s'il en a été fait, les publications dans les divers domiciles, les oppositions s'il y en a eu, leur main levée ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition, la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier public, et enfin les prénoms, noms, âge, profession et domicile des témoins et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. À ceci s'est ajouté par la suite le fait de mentionner si un contrat de mariage a été établi. Prenons à nouveau un exemple concret, toujours dans cette belle commune de Manzat. Tout d'abord, on a la date et l'heure du mariage. Puis on continue avec l'identité du maire et la localité dans laquelle se déroule la cérémonie, ici Manzat. L'acte présente ensuite les époux. D'abord le futur mari avec ses prénoms, noms, profession, date de naissance et parents. De même pour la future mariée. C'est là que les dates et lieux de décès des parents peuvent être précisés. Ensuite, il est fait mention des dates de publication du mariage, puis il est précisé qu'un contrat a été établi par un certain maître Masuel, notaire à Manzat. Ce sont ces informations qui nous permettront de consulter, si on le souhaite, le fameux contrat de mariage. Ensuite, arrive l'échange des consentements et la proclamation officielle d'union entre les époux. Enfin, la longue liste des témoins des jeunes mariés s'égrène. Ceux qui savent signer le font avec le maire. On peut voir les différences d'assurance dans la plume des signataires. Cela donne encore une idée du niveau d'instruction. Pour l'acte de décès encore, 2 témoins sont nécessaires. Cela peut être les 2 plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne décède hors de son domicile, l'individu chez lequel elle est décédée. L'acte de décès contiendra les prénoms, noms, âge, profession et domicile de la personne décédée.
les prénoms et noms de l'autre époux si la personne décédée était mariée ou veuve, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants, et s'ils sont parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères du décédé et le lieu de naissance. Prenons cette fois un exemple d'acte de décès dans la Nièvre, dans le petit village de Servon. Là encore, on retrouve la date et le nom de l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte, puis on a le nom des déclarants. Ici, le fils et le gendre de la défunte. Puis vient l'identité de la personne décédée. On voit qu'elle est née à Corbigny. Ses parents sont également indiqués. Sa date de naissance n'est pas indiquée, mais on a son âge. Puis, on nous précise qu'elle est décédée le jour même où l'acte est établi, en sa maison. Enfin, le maire signe seul, car les témoins ne savent pas écrire. Les témoins du décès peuvent avoir leur importance. Si les témoins ne sont pas des parents du défunt, faites attention à leur qualité. Il n'est parfois pas dit clairement qu'ils sont soignants ou employés d'hôpital. Il est simplement stipulé qu'ils sont employés à telle adresse. Il vous faudra chercher sur Internet à quoi correspondait l'adresse en question. C'est ainsi que les parents d'une de mes aïeules sont décédés respectivement au 47 rue Jacob et au 1 place du Parvis Notre-Dame à Paris, la laissant orpheline à 12 ans. En cherchant sur Internet, j'ai pu trouver que cela correspondait respectivement à l'hôpital de la Charité, hôpital réputé très moderne de la fin du 19e siècle, et à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, encore en fonction de nos jours. C'est très important de savoir si notre ancêtre est décédé à l'hôpital, car on peut trouver des informations sur les causes du décès grâce aux archives de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Comme vous l'avez vu, les actes répondent à un schéma répétitif. De ce fait, il peut arriver dans certains départements de trouver des actes préimprimés, sortes de textes à trous où seuls les noms et qualités des personnes concernées et des témoins sont manuscrites. On trouve ce type d'acte notamment dans la fin du XIXe siècle en Vendée ou par exemple pendant la Révolution dans la Nièvre. Aujourd'hui, malheureusement, les actes d'état civil ne sont plus rédigés de façon littéraire. Il s'agit simplement d'une liste de rubriques reprenant chaque information les unes à la suite des autres, comme un catalogue. Si nous ne perdons rien en termes de renseignements, le charme du vocabulaire et de l'écriture d'antan s'est en revanche bel et bien envolé.